La semaine africaine. Les grandes mutations sur le plan géopolitique. Les questions sécuritaires en Afrique et au Sahel. Développement, société, culture, cinéma, musique, festival, rencontres. Un comeback de la semaine sur l'actualité africaine. La semaine africaine. La semaine africaine. La halte hebdomadaire sur Ifriqiya FM. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Semaine africaine, votre rendez-vous hebdomadaire qui revient sur l'actualité et les événements qui ont marqué le continent africain cette semaine pour débattre, décrypter et analyser tous ces événements au sommaire de notre émission. Coopération sino-africaine et la visite d'État effectuée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune en Chine sur invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Nous allons revenir sur l'importance de cette visite et sur l'engagement de la Chine à renforcer sa coopération avec les pays africains ainsi que le rôle pivot que joue l'Algérie en Afrique, démontré encore une fois lors de cette visite. Nous allons parler de la ZLECAf et de la 5e réunion de coordination semestrielle entre l'institution panafricaine et les entités régionales. Nous allons revenir également sur le mini-sommet de la CEDEAO organisé cette semaine à Abuja sur la situation institutionnelle et sécuritaire dans les pays du Sahel. Nous parlerons également de sécurité alimentaire et de la fin de l'accord sur les céréales ukrainiennes en mer Noire. Nous allons aussi parler de coopération russo-burkinabé et la visite d'une importante délégation de la Douma, qui est la chambre basse du Parlement russe au Burkina Faso. Nous parlerons aussi du dossier sahraoui, dernière colonie d'Afrique, et de l'expiration de l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc, étendu illégalement au Sahara occidental cette semaine. Quel est l'impact de la fin de cet accord sur les revenus des entreprises européennes, en l'occurrence espagnoles? Nous répondrons à cette question au cours de notre émission. Nous parlerons aussi de la Tunisie et du mémorandum d'entente signé entre Tunis et l'Union européenne sur le partenariat stratégique. Nous allons aussi revenir sur le dossier libyen et la poursuite des consultations de l'émissaire onusien Abdoulaye Bathily avec les parties libyennes pour mettre fin aux entraves du projet de processus électoral en Libye, seul moyen de sortir de la crise. Nous allons nous intéresser au Tchad avec la visite du président congolais Félix Tshisekedi en sa qualité de facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour la transition politique au Tchad, avec un éclairage sur le but de cette visite. Cette semaine a notamment été marquée par la journée internationale Nelson Mandela, un symbole de lutte et de liberté. Inakwana Africa. Anisogoma Africa. Sabah al-Khair Ifriqiya. Good morning Africa. Ifriqiya FM pour mieux vous informer de l'actualité africaine. Un regard africain sur l'actualité africaine. Ifriqiya FM, votre chaîne africaine. On entame avec la visite d'État effectuée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune en Chine sur invitation de son homologue chinois Xi Jinping, une visite historique qualifiée par Pékin de grande importance, la première d'un chef d'État algérien depuis 15 ans qui intervient à plus d'un mois du sommet des BRICS en Afrique du Sud, une organisation à laquelle Alger a présenté sa candidature d'adhésion. Retour sur l'importance de cette visite avec Zhang Shanyu, journaliste à la télévision publique chinoise.
cette visite revêt une grande importance historique. Et ce sera aussi une occasion pour les deux pays de promouvoir la coopération dans les domaines de l'investissement, du tourisme, de la modernisation agricole, des énergies renouvelables, de l'aérospatiale et aussi de l'automobile. Et d'ailleurs, cette visite pourrait également contribuer à accélérer le processus d'adhésion de l'Algérie au mécanisme de coopération des BRICS. Et pour votre information, le sommet BRICS 2023 se tiendra en Afrique du Sud le mois prochain. Et selon des informations, le président algérien a récemment déclaré qu'il espérait accélérer le processus d'adhésion de l'Algérie au mécanisme de coopération BRICS. Donc, le résultat de cette visite est très attendu. Jean Charouet de CGTN français pour Ifriqiya FM. Le président chinois Xi Jinping, de son côté, a profité de la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune à Pékin pour réaffirmer l'engagement de son pays à renforcer la coopération avec les pays africains lors du forum économique algéro-chinois. Abdul Ousmane nous en parle. Le président chinois Xi Jinping a révélé la disposition de son pays face au renforcement de la coopération avec l'Algérie et les pays africains, en mettant en œuvre les recommandations des conférences qui réunissent la Chine et ses partenaires africains. Cette visite soutient les relations bilatérales entre les deux pays, d'une part, et créer une passerelle de développement vers d'autres pays du continent africain. Le président chinois a réaffirmé l'engagement de son pays à renforcer la coopération dans le cadre du Forum Chine-Afrique, FOCAC, et mettre en œuvre les résultats de cette conférence dans la capitale sénégalaise. Une opportunité de relancer les grands projets économiques reliant la Chine aux continents africains. Plusieurs accords stratégiques dans de nombreux secteurs ont été signés, en plus de l'établissement d'une feuille de route pour une approche pragmatique qui s'appuie sur le principe d'égalité pour une économie prospère. La Chine, une puissance économique qui œuvre à renforcer sa coopération avec le continent africain, notamment dans les domaines politiques et économiques, a encore une fois démontré sa vision et ses objectifs à l'issue de cette visite d'État du président algérien à Pékin. Les observateurs estiment que l'intégration de l'Algérie dans le groupe des BRICS favorisera mieux encore les échanges et la coopération sino-africaine. L'Algérie est en train de devenir un pays clé qui relie tout le continent africain et la Méditerranée. C'est un pays qui a un potentiel très large parce que l'Algérie a beaucoup de ressources naturelles. Donc l'Algérie est en train de suivre une voie de développement extraordinaire, accélérée. L'Algérie a posé sa candidature pour participer au pays BRICS. En dehors des relations bilatérales entre l'Algérie et la Chine, il y aurait des possibilités de coopération un peu plus élargie entre l'Algérie et les autres pays membres de BRICS. Passons à présent à la ZLECAf. Cette semaine a été marquée par la 5e réunion de coordination semestrielle entre l'institution panafricaine et les entités régionales. Comment l'Union africaine et les communautés économiques dans le continent doivent coordonner leurs efforts dans le cadre de la zone de libre-échange, une problématique posée lors des travaux de cette 5e réunion de coordination semestrielle entre l'institution panafricaine et les entités régionales. Selon Eric Wilson-Fofax, spécialiste des questions africaines, les pays africains sont appelés notamment à prendre en considération les nombreux défis sécuritaires
pour aboutir à des résultats commerciaux inclusifs. La ZLECAf en réalité ne connaîtra un plein état de fonctionnement que lorsque on aura atteint un minimum de sécurité qui permet le développement des activités économiques. Il y a un minimum qui permet justement au secteur économique d'évoluer. À ce niveau, l'Afrique a fort à faire. L'Union africaine devrait davantage travailler à travers son Conseil de paix et sécurité pour que l'on arrive à un niveau de pacification du continent minimal nécessaire pour l'épanouissement de l'économie. Cette semaine africaine a notamment connu un mini-sommet de la CEDEAO à Abuja au Nigeria, autour de son président en exercice, président du Nigeria Ahmed Tinubu. Ce mini-sommet de la CEDEAO a été caractérisé par la présence du président béninois Patrice Talon, du président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo et du chef d'État nigérien Mohamed Bazoum, réunis pour parler de la sécurité et de la situation institutionnelle au Burkina Faso, en Guinée-Conakry et au Mali. Éclairage avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mamadou. Un béninois, Patrice Talon, effectuera une visite de consultation dans ces trois pays dirigés par des transitions. La CEDEAO, qui suit avec beaucoup d'intérêt l'évolution politique dans ces pays, a exprimé sa volonté de voir un retour rapide à l'ordre constitutionnel normal dans les États membres, conformément au protocole pertinent de la CEDEAO et aux chartes de transition de chacun des pays. Le mini-sommet a souligné l'engagement de l'organisation sous-régionale à apporter son soutien pour l'organisation d'élections démocratiques, crédibles et inclusives au Burkina Faso, en Guinée-Conakry et au Mali. Sur le plan sécuritaire, la CEDEAO, vivement préoccupée par les menaces à la paix, a réaffirmé sa ferme détermination à apporter une réponse régionale robuste. Une réponse qui prendra en compte la mise en œuvre rapide d'un plan d'action révisé pour l'éradication du terrorisme dans la région ainsi que la collaboration avec d'autres initiatives de sécurité. À Niamey, Abdul Karim Mahamadou pour Ifriqiya FM. Sécurité alimentaire, cette semaine a notamment été marquée par la fin de l'accord sur les céréales ukrainiennes en mer Noire. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, estime que les conditions demandées par la Russie n'ont pas été respectées. Quelles conséquences sur les pays du continent? Élément de réponse avec Amina Chbout. Le débat sur une potentielle crise alimentaire refait surface après la fin de l'accord céréalier annoncé par Moscou. En théorie, rien n'empêche les navires ukrainiens de transporter leurs marchandises via la mer Noire. Cependant, il n'y a plus aucune garantie de pouvoir le faire en toute sécurité alors que le conflit en Ukraine se poursuit. Cette décision a un impact partiel sur les marchés alimentaires des pays africains, selon Louis Magloire Kemayou, journaliste et directeur de la chaîne New World Economy TV. La fin de l'accord céréalier aura forcément des conséquences pour les pays africains qui dépendent de ces produits-là en provenance soit de la Russie, soit de l'Ukraine. Ce sont tous 16 pays qui sont concernés sur le continent, avec notamment en tête l'Égypte. Mais cette grosse consommation n'atteint pas le gros des pays africains. Ce sont 16 pays sur plus de 50 qui sont concernés, ça ne fait pas la moitié. La conséquence, pour le moment, semble importante, mais il faut relativiser. Avec la fin de cet accord, le continent africain est obligé de compter sur sa propre production pour assurer sa sécurité alimentaire. Ça obligera les pays africains à davantage consommer ce qu'ils produisent et à produire ce qu'ils consomment. Parce qu'il est quand même anormal que pour la sécurité alimentaire, les pays africains dépendent de produits qui sont cultivés ailleurs. Pour rappel, Moscou se dit prête à revenir à l'accord si certaines de ses demandes sont acceptées. En particulier, le retour au système d'échange bancaire international SWIFT ainsi que les clauses concernant la logistique et l'assurance. Avec la fin de cet accord, les pays africains se demandent quelle attitude il va falloir adopter face à cette nouvelle situation et comment ne pas retomber dans le même piège dans les années à venir. Daouda Zouré, économiste burkinabé, nous en parle depuis Ouagadougou. Il serait urgent pour les pays africains d'anticiper pour voir comment prendre des risques, des mesures pour atténuer les conséquences à venir. Il faudra maintenant prendre des mesures pour anticiper sur les risques majeur qui peut être posé par ces décisions. Il faut que, au niveau de l'Union africaine, nous puissions avoir des structures de réflexion qui puissent anticiper et proposer des solutions.
l'immigration russe au Burkinabé cette semaine a été marquée par la visite d'une importante délégation de la Douma à Ouagadougou. La délégation de la Chambre basse du Parlement russe a profité de cette visite pour réitérer la volonté de Moscou de coopérer avec Ouagadougou dans plusieurs domaines. Plus de détails avec Mariam Savadogo, notre correspondante permanente à Ouagadougou. Sécurité, éducation, culture et économie étaient entre autres les sujets au menu. Le Premier ministre burkinabé, Maître Apollinaire Kielem de Tambela, a reçu une délégation de la Douma d'État russe, s'entendait par là, la Chambre basse du Parlement. La chef de la délégation, Nathalie Krasovskaya, a prôné une coopération active et productive entre son pays et le Burkina Faso. Selon elle, l'intérêt de la Russie pour l'Afrique et en particulier le Burkina Faso est immense. Elle dit attendre le pays des hommes intègres au sommet Russie-Afrique prévu du 26 au 29 juillet prochain à Saint-Pétersbourg. Par ailleurs, conseillère du vice-président de la Douma, elle dit espérer que les relations entre les deux pays vont continuer au-delà de ce sommet. Mariam Savadogo, Ouagadougou pour Ifriqiya FM. Dossier sahraoui, plus de 128 navires européens sont désormais interdits de pêche dans les eaux territoriales sahraouies. Effectivement, l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc étendu sur les eaux territoriales sahraouies occupées a expiré cette semaine. Rania Eitrassi nous en parle. L'Europe ne peut désormais plus être complice du Maroc dans le crime de vol et de spoliation des ressources halieutiques au Sahara occidental. Nulle négociation en vue pour un éventuel renouvellement, a confirmé la Commission européenne en juin dernier. Gilles Devers, avocat du Front Polisario. Je vous confirme, il n'y a plus de pêche marocaine dans les eaux sahraouis. Et c'est une victoire forte du Front Polisario. Ça va durer minimum jusqu'à l'arrêt de la Cour, peut-être pour la fin d'année ou le début de l'année prochaine. Ils se rendent compte que la partie juridique devient très très difficile pour eux. Donc le Front Polisario en l'occurrence, vu qu'il est reconnu souverain sur ces eaux, de délivrer des licences transitoires le temps qu'un accord soit pleinement négocié. Le Front Polisario a fait cette proposition pour que le chômage qui va résulter du nombre de centaines de bateaux qui ne pêchent plus ne pèse pas et qu'on n'en fasse pas de tort au Front Polisario. Donc nous sommes d'accord pour délivrer ces licences. Il n'y a pas besoin d'accord européen. Il suffit d'un feu vert du gouvernement espagnol, mais il a dit qu'il ne le donnerait pas pour le moment. Donc on attend, mais que chacun assume ses responsabilités. Pour rappel, après une rude bataille juridique menée par le Front Polisario, seul représentant légitime du peuple sahraoui, la Cour de justice européenne a annulé en septembre 2021 les deux accords signés entre le Maroc et l'Union européenne en 2019, notamment la décision rendue en décembre 2016. Elle confirme que le Sahara occidental et le Maroc sont deux territoires séparés et distincts. À noter que l'accord actuel a permis à 128 navires de l'Union européenne de pêcher illégalement dans les eaux occupées. Avec cette expiration, la cause sahraoui marque une nouvelle étape dans le processus d'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Quel est l'impact de la fin de cet accord sur les revenus des entreprises européennes, en l'occurrence espagnoles? Élément de réponse avec El Kanti Bala, représentant du Front Polisario en Europe. Les entreprises européennes qui pêchent au large du Sahara occidental sont essentiellement espagnoles, des îles Canaries, d'Andalousie, de la Galicie, en plus de quelques bateaux portugais, français. Et les pertes sont évidemment énormes. On estime le chiffre d'affaires dans ce secteur concernant le Sahara occidental à plus d'1 milliard d'euros. Donc c'est énorme. Et les dividendes que octroie l'Union européenne au gouvernement marocain, c'est aux alentours de 300 millions de dollars. Cap sur la Tunisie à présent. L'Union européenne et la Tunisie ont conclu cette semaine à Tunis un mémorandum d'entente sur le partenariat stratégique. Cet accord est centré sur la lutte contre l'immigration irrégulière dans le pays, devenu une plaque tournante des migrants en partance vers l'Europe. Signé par le président tunisien Kais Saïd, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni et le premier ministre néerlandais Mark Rutte. Ce document est notamment destiné à soutenir l'économie tunisienne. Éclairage avec Mustafa Mohamed,
Moustapha. Outre l'immigration clandestine, ce protocole se base selon la présidente des commissions européennes sur 4 autres fondements. Tout d'abord, la construction des liens entre les peuples. À cet effet, 10 millions d'euros ont été alloués pour les programmes d'échange d'étudiants. Il est également question du développement de l'économie tunisienne à travers les renforcements de ces différents secteurs. Le plus important pilier reste la gestion des flux migratoires et la sécurisation des frontières. Là encore, l'Union européenne ne lésine pas sur les moyens et annonce une enveloppe de 100 millions d'euros. Durant les 5 premiers mois de 2023, plus de 50 000 migrants sont arrivés sur les sols italiens, dont 27 000 en provenance de la Tunisie. Le président Saïd s'est félicité de cet accord. Il estime que le peuple tunisien a généreusement accueilli et soutenu les migrants déplacés, alors que de nombreuses organisations censées jouer leur rôle humanitaire n'ont pas rempli leur mission. Dossier libyen à présent, l'émissaire onusien Abdoulaye Bathily poursuit ses consultations avec les parties libyennes pour tenter de lever les entraves dans le processus qui vise à aller vers des élections et sortir le pays de l'impasse. En revanche, la question de la répartition des ressources pétrolières et des dépenses du gouvernement domine toujours la scène des différents entre Libyens. Le ministre du pétrole appelle toutes les parties en conflit à maintenir la production et les exportations du brut à l'écart des conflits. Éclairage du politologue libyen Elias El-Barouni, contacté par Rania Eitrassi. La carte pétrolière a été utilisée dans le passé et malheureusement la Libye a subi de nombreuses pertes. Récemment, il y a eu une stabilité dans le processus d'écoulement du pétrole et une amélioration du niveau de performance. En même temps, il y a eu un accord entre les parties libyennes concernant la seule source du pétrole pour le peuple libyen. Suite aux derniers événements, Haftar a commencé à utiliser la carte pétrolière comme une arme pour faire pression sur le conseil présidentiel ainsi que sur le gouvernement. En ce qui concerne la répartition équitable de la richesse pétrolière, le ministre de l'énergie en Libye s'est efforcé d'exclure le pétrole des conflits politiques. Le conseil présidentiel s'apprête à former un comité pour identifier les revenus pétroliers en général et les répartir équitablement afin de parvenir à un développement durable sur l'ensemble du territoire libyen. Au Tchad, cette semaine africaine a notamment été marquée par la visite du président congolais Félix Tshisekedi à N'Djamena au Tchad en sa qualité de facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour la transition politique au Tchad. Éclairage sur le but de cette visite depuis N'Djamena avec Kébir Mahamat Abdoulaye, politologue tchadien. Le président Tshisekedi est venu au Tchad pour rencontrer le président de la transition, puis les membres du gouvernement, les partis politiques, les partenaires du Tchad et la société civile. Cette visite est venue pour évaluer la transition politique au Tchad et puis apaiser la tension et assurer les différentes recommandations, résolutions du dialogue national inclusif qui s'est tenu à N'Djamena. Et dans ce cadre, il a rapporté plusieurs à son voyage, mais aujourd'hui, il est venu pour évaluer la transition politique au Tchad et assurer aussi vers un retour à l'ordre constitutionnel dans un délai de 24 mois. Et pour clore notre semaine africaine, nous allons revenir sur la journée internationale Nelson Mandela. Cette semaine, le monde entier, notamment l'Afrique, a fêté cette journée du 18 juillet en mémoire d'une icône et d'un symbole de lutte, de paix et de liberté. Je vous laisse écouter Amina Chbout qui nous fait le portrait de Nelson Mandela. The glory of living lies not in never falling, but in rising every time you fall. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. L'une des citations les plus célèbres de Nelson Mandela. Elle reflète son état d'esprit résilient et sa volonté de tirer des leçons de chaque expérience. Surnommé Madiba, il a inspiré le monde entier avec sa philosophie et ses actions. Il incarne des valeurs telles que la justice, la réconciliation et la lutte contre l'oppression. Pendant 67 ans, il a mis sa vie au service de l'humanité. En tant qu'avocat spécialiste des droits de l'homme, prisonnier de conscience, architecte international de la paix et premier président démocratiquement élu d'une Afrique du Sud libre.
ils ont sa beauté limitée. Nelson Mandela est un célèbre militant anti-apartheid et leader politique en Afrique du Sud. Mais il est aussi connu pour ses citations puissantes et inspirantes. En novembre 2009, l'UNESCO proclame le 18 juillet Journée internationale Nelson Mandela. Elle correspond au jour de sa naissance en 1918. Chaque année, cette journée internationale nous rappelle que chacun à son niveau peut agir et inspirer le changement. Face aux défis et malgré sa détention, Mandela est porteur d'espoir et d'optimisme. Ces citations reflètent sa sagesse, sa compassion et son engagement envers la justice, la paix et l'égalité. Elle continue d'inspirer les gens à travers le monde et rappelle à tous que chaque individu a le pouvoir de faire une différence et de transformer son monde pour le rendre meilleur. Leurs procédés sont révoltants. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que nous arrivons à la fin de notre émission. Merci d'avoir suivi ce numéro de la Semaine africaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même station. Bonne écoute de la suite de nos programmes sur les ondes de Ifriqiya FM. La Semaine africaine. Les grandes mutations sur le plan géopolitique. Les questions sécuritaires en Afrique et au Sahel. Développement, société, culture, cinéma, musique, festival, rencontres. Un comeback de la semaine sur l'actualité africaine. La semaine africaine, la halte hebdomadaire sur Ifriqiya FM.